Je vais vous faire une présentation qui est peut-être un petit peu plus légère que ce à quoi vous avez assisté ce matin. Je vais vous parler de mon expérience de management des geeks, puisque chez Xebia, on a beaucoup de geeks. N'y voyez pas une absence de considération. Quand j'ai cherché dans le dictionnaire, le mot geek, c'est les geeks, ce sont des gens qui sont passionnés par les technologies. Donc, aucun jugement de valeur. Avant de créer Xebia, j'ai travaillé dans le logiciel toute ma vie. Donc forcément, j'étais programmé différemment que ce pourquoi je devais être programmé quand j'ai monté une société de services. Chez les éditeurs de logiciels, et pas les moindres, je pense que certains d'entre vous ont eu affaire à Oracle et des gens comme ça. La seule chose qui compte finalement, c'est le chiffre d'affaires, la croissance, la rentabilité, signer très vite des clients, parfois partir en courant. Donc le rapport au client et le rapport à la durée de vie de la relation client est complètement différente de celle d'une société de service. Et par ailleurs, dans une boîte de soft, les commerciaux sont rois. Il n'y a que qui compte et les geeks ne servent qu'à développer du logiciel qui sera vendu. Et ils n'ont absolument aucune considération ou très peu de considération, sauf si c'est des génies, sauf pour des boîtes comme Google, Amazon, Apple, etc., qui ont bien compris très vite que la valeur d'une entreprise, c'était son capital humain. Donc quand j'ai démarré Xebia, j'étais forcément très très mal programmé. Et les débuts ont été un peu difficiles. J'étais un petit peu dans un management autocratique, voire pas du tout participatif. Je prenais tout seul les décisions. On avait un turnover qui était assez élevé. Je forçais les gens à mettre un costume, une cravate et une chemise OXKE. Donc vous imaginez... forcer des geeks à s'habiller en costume cravate, c'était un petit peu décalé. Et puis je me suis aperçu que ça ne marchait pas du tout. Donc il a fallu que je me reprogramme et de manière sincère, non pas, je n'allais pas feindre la reprogrammation, il fallait que je la vive vraiment de l'intérieur. Donc j'ai lu quelques bouquins, je vais vous en citer 3. Le premier c'est From Good to Great de Jim Collins, que je vous encourage à lire. Il dit une chose essentielle dans son livre, c'est que pour réussir une entreprise, il faut faire monter les bonnes personnes à bord du bus. Après, il faut leur donner les clés du bus et eux seuls vont savoir vers quelle destination vous devez aller. Donc j'ai appris très très vite que, eu égard à mon grand âge et mon expérience, il a fallu très vite que je compte sur les Xébians pour choisir la voie, de donner la direction à prendre. Le deuxième bouquin que j'ai lu qui était très intéressant, c'est Seven Habits de Stephen Covey. Donc c'est les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Très, très longue traduction en français. L'essence même de ce bouquin, c'est de dire que pour une réussite publique, alors par exemple la réussite d'une entreprise, il faut d'abord en passer par une victoire personnelle. Donc comprendre vraiment ses réelles motivations dans la vie et voir ce qui est le plus important pour vous. Et moi, quand je réfléchissais, quand j'avais la trentaine, c'était peut-être certainement l'appétence à l'argent. Et je pense que plus on vieillit, plus on cherche de l'épanouissement personnel et moins ça a d'importance. Et donc j'ai vraiment compris des choses en lisant ces bouquins-là. Et le troisième, vous en avez entendu parler, ou au moins je vous encourage à regarder ça sur Internet, c'est la conf-tête de Simon Sinek sur la théorie des Golden Circles, la théorie du why d'une entreprise, on en parlera. Là aussi, ça m'a beaucoup aidé. Donc quand j'ai démarré Xebia, si vous voulez, j'étais... Moi, je suis désolé pour le boîteaviande.com. N'y voyez pas de jugement de valeur pour des sociétés de services qui sont peut-être dans la salle. Mais en gros, j'étais plutôt dans ce mode-là. Et j'ai pris la décision déjà de me reprogrammer d'un point de vue vestimentaire. Donc, bon, à part aujourd'hui, pour des circonstances un petit peu particulières ou quand je viens en clientèle, j'ai troqué le costume cravate-chemise pour une tenue un peu plus cool. En PNL, on vous dit que pour bien communiquer avec quelqu'un, il faut synchroniser. La synchronisation, elle est vestimentaire, elle est dans la parole, dans le référentiel de langage. Ça, c'est très important. Et la deuxième chose qu'on a faite tout de suite chez Xebia, c'est de proscrire les titres. Moi, je suis obligé d'aller rajouter dans ma signature email président pour envoyer un mail, parce que par défaut, ça n'y est pas. Et je déteste qu'on m'appelle président et patron et chef, même s'il y en a qui aiment bien me vanner là-dessus. Je pense que c'est très important d'intégrer le côté multifacette de notre fonction. J'étais avant tout le commercial de moi-même chez Xebia quand on a démarré, donc président de moi-même. Voilà, donc ça a été la première des choses. C'est de se reprogrammer, comprendre
quels sont les enjeux pour construire une boîte où les gens sont impliqués dans cette société. Après, au-delà des BD, je vais vous dire des choses un petit peu plus sérieuses. Il y a 3 piliers fondamentaux, à mon sens, dans la réussite d'une entreprise et le fait d'attirer et de retenir les geeks. La première des choses, beaucoup l'entendent déjà en interne, c'est la mission d'une entreprise. Donc, comme le dit l'excellent justement Simon Sinek, les clients n'achètent pas un produit ou un service d'une entreprise pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils représentent. Donc on achète une boîte et on rentre dans une boîte pour sa mission, pour ce qu'elle cherche à atteindre. Et là, on s'adresse plus au limbique du cerveau, on s'adresse au sentiment, à la loyauté, plutôt qu'au cortex, aux faits, aux chiffres. Donc le job de quelqu'un qui manage des geeks, c'est de leur transmettre cette mission en toutes circonstances et de la renforcer, parce que la société grossissant, il y a forcément une déperdition de cette information. Donc il faut que les managers et les managers des managers s'assurent que cette mission, elle est sans cesse réexplicitée. Donc nous, dès le début chez Xebia, vous avez peut-être vu notre tagline, c'est Software Development Done Right. On cherche à faire du logiciel de bonne qualité et on ne doit se lever tous les matins que pour poursuivre cette mission. C'est ce qui est le plus important. Donc tout doit être fait, tout doit être organisé pour la poursuite de cette mission. Et une mission, ce n'est pas quelque chose qui va s'improviser au fur et à mesure de l'entreprise en faisant venir tel cabinet de conseil qui va brainstormer, qui va vous dire allez, votre mission, c'est ça. C'est très à la mode les missions maintenant et les valeurs aussi. Nous, il y a 10 ans, on entendrait très peu parler. Et on a édicté cette mission. Et le pendant de ça, ça a été les valeurs. Les valeurs, c'est un héritage personnel de ce en quoi on croit. Et donc, quand on a créé Xebia avec mon associé hollandais, on a édicté 4 valeurs fondamentales. Vous avez peut-être entendu parler. Hein. Premièrement, people first, les gens d'abord. Donc, on pense, on essaye, autant que faire se peut, d'être une entreprise très orientée vers l'humain, vers l'épanouissement, vers la réalisation des choses qui intéressent les geeks. La deuxième des valeurs, c'est le partage de la connaissance. Bon, je pense qu'aujourd'hui, cette conférence est le parfait exemple de ce que nous, on fait au quotidien. Alors, pas dans des lieux si prestigieux, mais comme vous le savez tous, on s'astreint tous les mois à partager notre connaissance parce que l'intelligence collective d'une entreprise, c'est ce qu'on appelle son goodwill, hein, son capital humain. C'est là-dessus qu'il faut investir. Pour une société de services comme la nôtre, c'est 5% de son chiffre d'affaires. Vous n'êtes pas sans savoir que l'équilibre économique d'une société de services est quand même assez restreint. Hein. C'est entre 5 et 10% de résultats d'exploitation pour les meilleurs. Donc investir la moitié de son résultat d'exploitation dans le partage de la connaissance, c'est une discipline qu'il a fallu prendre. Bien entendu, on a plein de bénéfices par rapport à ça, mais il faut s'astreindre à ça. Donc manager des geeks, c'est investir dans leur savoir-faire. La troisième des valeurs fondamentales, c'est l'intimité client. Je ne m'attarderai pas trop dessus, mais on essaie d'avoir des relations d'égal à égal. Hein. Pas trop d'asservissement envers nos clients. Et donc, mon job, il m'arrive de temps en temps d'aller défendre mes geeks ou notre position, nos convictions face à un client qui n'est pas d'accord, quitte à se séparer de ce client, quitte à vous choquer, parce qu'on est profondément convaincu du bien fondé de nos idées, parce qu'elles sont issues d'une intelligence collective. Donc, on n'hésitera pas à sortir de chez un client et donc à protéger les geeks si on n'est pas convaincu que ça ne contribue pas à notre mission et si on n'est pas convaincu qu'ils ne seront pas heureux en mission. Et la quatrième des valeurs fondamentales, c'est l'absence de compromis sur la qualité. Bien entendu, si on veut faire du logiciel de bonne qualité, ça doit se voir dans ce qu'on code, mais aussi tout un tas d'autres choses dans l'entreprise. Le troisième pilier d'une société qui cherche à recruter et à retenir les geeks, c'est la transparence. Je pense que beaucoup d'entreprises et beaucoup de managers de grandes entreprises ou de petites entreprises assoient sur leur pouvoir, sur la rétention de l'information. Je pense que ça, c'est une erreur fondamentale. Au contraire, il faut être ultra transparent. Alors, ultra transparent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la censure sur des choses, mais il faut partager énormément d'informations avec ses salariés, et notamment avec les geeks. Un salarié a 2 rôles dans une entreprise. Il a son rôle opérationnel de tous les jours, il doit faire son job, et il a son rôle de poursuite de cette mission. Il ne pourra bien remplir les 2 rôles que s'il est parfaitement informé à la fois de sa mission, du modèle économique, des contraintes de l'entreprise. Donc il faut à tout moment partager de manière la plus transparente, la plus immédiate possible l'information avec tout le monde.
Moi, par exemple, j'ai un agenda qui est chargé et je fais un déj en one-to-one, donc le mardi et le jeudi. Les nouveaux Xebiens qui sont arrivés, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais j'envoie des mails systématiquement. Donc je fais des déjeuners en tête-à-tête avec les Xebians pour partager l'information. C'est un échange vraiment bidirectionnel. Je regarde si je n'ai pas oublié quelque chose d'important. Alors le résultat de tout ça, et moi je l'ai constaté au fur et à mesure des années, et ça n'a fait que s'accroître, c'est la formidable créativité qui naît de cette ambiance où les gens sont alignés sur une mission, ils sont assurés qu'on respecte ces valeurs. Et le pacte social chez nous, c'est vraiment si on ne respecte pas une valeur, ils ont le droit de le dire à n'importe qui, à taper à la porte de mon bureau qui en général est toujours ouverte, et de me dire là on n'est pas en respect avec nos valeurs. Et ça nous arrive. Hein. La deuxième chose, c'est on évolue de manière personnelle. Hein. Le management, c'est un cycle évolutif. Et je pense que je suis un peu différent de ce que j'étais il y a 10 ans, et dans 10 ans, je serai encore différent de ce que je suis aujourd'hui. C'est de l'amélioration continue. Et avoir le feedback, la transparence, c'est aussi avoir le feedback de génération de trentenaires. Hein. Moi, je suis plutôt vers la cinquantaine. Donc, c'est extrêmement enrichissant. Vous voyez deux mondes qui s'affrontent. On n'a pas du tout les mêmes référentiels de vocabulaire, hein, bien entendu. Ici, les gens en structure, ma directrice commerciale, moi, ma DAF, mon directeur des opérations, mes commerciaux, etc., c'est un peu nos préoccupations de tous les jours. Hein. C'est la croissance, le chiffre d'affaires, la rentabilité, le fameux taux journalier moyen, le prix de vente, le taux d'intercontrat, etc. Parce qu'on a un modèle économique, on a une société commerciale. De l'autre côté, on a des gens mais qui se contrefoutent complètement de ça. Ce qui les intéresse, c'est la techno. Et on les a embauchés pour ça. Pour autant, il faut une véritable compréhension mutuelle. Je pense que les geeks doivent comprendre qu'on est une société commerciale, qu'on a un modèle économique, que pour pouvoir facturer, il va falloir qu'on ait leur feuille de temps, que si on n'a pas leur feuille de temps, on ne peut pas facturer, on ne peut pas recouvrer. Bon, on passe ce genre de message, donc il faut qu'ils comprennent tout ça. Et nous, de notre côté, on doit comprendre et s'intéresser de manière vraiment sincère à leur métier. Donc moi, je me fais régulièrement expliquer. J'ai appris ce que c'était qu'une architecture microservice. J'ai appris les contraintes du développement mobile. Alors, je ne suis pas un expert, mais je m'astreins à le faire pour pouvoir avoir un référentiel de vocabulaire qui est commun. Et on a même instauré dans les réunions de partage de la connaissance chez Xebia le fait que les commerciaux eux-mêmes aient des contacts avec les geeks et qu'ils soient suffisamment pertinents pour comprendre, pour pouvoir interagir avec eux, pour pouvoir voir quelles sont leurs aspirations, détecter là où il y aura un problème parce qu'ils ne s'épanouissent plus technologiquement. Donc il faut qu'il y ait vraiment une réelle et sincère communion de langage, et chacun doit faire un pas vers l'autre pour comprendre. Alors on a fait un truc rigolo chez Xebia, on a fait un Vie ma vie, vous avez peut-être vu ça sur le web. On a filé nos jobs au geek, donc qui est à Lorraine, je ne sais pas si elle est là, qui était présidente d'un jour. Estelle, quelqu'un est devenue directrice commerciale ou directeur commercial, etc. Donc ils ont vécu notre vie. Et après, ils ont fait un rex de tout ça devant tout le monde. La vertu de ça, c'est qu'en fait, on comprend un peu mieux quelles sont les contraintes de chacun. On a dans une entreprise des objectifs qui peuvent être complètement antagonistes. Un commercial parle de chiffre d'affaires, etc. Et puis les managers et les CTO, eux, ce qui les intéresse, c'est la qualité des missions, le travail bien fait, etc. On peut avoir des points de friction. Et donc, il est extrêmement important d'échanger là-dessus. Pour autant, il y a des droits, il y a beaucoup de droits, notamment chez nous, hein, mais il y a des devoirs. Donc on a fait, on a très récemment écrit notre manifeste, que certains d'entre vous connaissent. C'est une espèce de constitution des règles de fonctionnement chez Xebia. Parce que, encore une fois, devant un droit, il y a un devoir. Donc, nos clients payent nos factures, donc on est en devoir de leur offrir un service de qualité, d'être à peu près ponctuel le matin, même si ce n'est pas forcément une qualité première dans la génération des geeks. On rentre chez Xebia pour sa réputation, sa notoriété dans l'écosystème des nouvelles technologies. On ne peut pas rester spectateur de cette notoriété, il faut être acteur de cette notoriété. Donc ils sont évalués sur leur contribution, leur capacité à communiquer leur savoir-faire à l'extérieur. Donc on a tout un tas d'articles comme ça qui sont affichés, et si jamais il y a des dérapages, on se gardera pas de les rappeler. Il ne faut pas oublier que la génération Y,
génération des trentenaires, sont des gens dont les parents ont connu le chômage de masse. Donc ce sont des gens qui n'ont plus d'allégeance à l'entreprise, beaucoup moins que nous. Nous, on rentrait dans une boîte, on pouvait y passer sa carrière. Maintenant, malheureusement, la génération geek est très volatile. Donc notre job à tous, c'est de les attirer et de les retenir. Et dans les populations de geeks, il y a 3 types de catégories. Il y a les gens qui ne s'impliquent pas, il faut s'en séparer. Il y a les gens qui s'impliquent mais qui ont leur propre agenda, il faut en prendre acte. Ils vont contribuer à l'entreprise pendant leur passage de l'entreprise, et c'est un bonheur pour l'entreprise, et il faut l'accepter. Et puis il y a des gens qui s'impliquent énormément, et ces gens-là, bien entendu, il faut les promouvoir. Mais le pacte social a été radicalement fracassé par ces générations de trentenaires ou de geeks ou de génération Y, peu importe comment on les appelle, dont les parents ont connu le chômage de masse. Le pacte social est rompu à tout jamais. De la même manière, l'équilibre vie perso, vie pro est une chose extrêmement importante. On n'est plus en droit de demander à quelqu'un de bosser jusqu'à 10 heures du soir parce qu'on est sur un projet au forfait à l'arrache. Ça ne se fait plus. Pour autant, je suis surpris d'avoir tout un tas de Xébians qui sont là tard le soir, mais c'est plus par passion, parce qu'ils ont des choses qu'ils font à côté, que parce qu'ils sont à l'arrache sur un projet. Ça arrive, bien entendu, mais c'est extrêmement rare. La troisième des choses qui construit une culture d'entreprise, à mon sens, c'est l'auto-organisation. Donc je vous parlais tout à l'heure du fait de faire monter les bonnes personnes dans le bus et de leur donner les clés de... Oui, chef, 45 minutes. De leur donner les clés de l'entreprise. Je suis extrêmement surpris par l'intelligence sociale des nouvelles générations. Je les trouve beaucoup plus ouverts, beaucoup plus empathiques, beaucoup plus tolérants que nous, beaucoup plus sensibles à des ressorts sociétaux qui nous dépassent complètement. Et donc, il faut laisser à ces gens-là les clés de l'entreprise. En plus, moi, il se trouve que je me suis délocalisé en province et donc je ne suis pas toujours là. Donc, il a fallu que très tôt, je délègue tout un tas de responsabilités. Donc, il faut embaucher des gens exceptionnels et après, il faut leur donner les clés. Tout en ayant un contrôle, bien entendu, mais vous serez surpris de la créativité, de l'implication, des fois de l'abnégation même que les geeks peuvent avoir à l'entreprise si on leur confie les clés de quelque chose. Donc nous, quand on a dépassé les 100 personnes, c'était très compliqué, on commençait à être un joyeux, entre guillemets, bordel organisé, et on s'est dit comment on va se structurer. Donc on a fait une séance de brainstorming commun, et on en est arrivé à la conclusion que les business units, high-tech, telco, banque, assurance, etc., ça n'avait pas de sens. Parce que les geeks ne sont pas forcément intéressés par le fonctionnel de notre client, même s'ils s'y intéressent, ils aiment changer, c'est ça que je veux dire. Donc on s'est organisé en fondation technologique ou méthodologique. Donc il y a une fondation data, il y a une fondation mobile, etc. Ce que je suis en train de dire là, c'est qu'il faut casser les codes conventionnels de l'organisation et adapter son organisation à ce qui va faire remplir sa mission. C'est ce qu'a fait Spotify, avec des feature teams. Ils ont embarqué des gens qui sont tous intéressés par un projet. Alors, je n'irai pas jusqu'à avoir la prétention de ressembler à Spotify, bien entendu, mais il y a quand même des codes qui sont ceux-là. Je ne veux pas dire que ça, c'est pas important. La ponctualité est importante. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est certainement plus important. Tout ce qui est à gauche est moins important que ce qui est à droite. Le message sur ce slide, c'est que les geeks, et comme il n'y a pas que les geeks, je pense que n'importe quel salarié socialement éduqué qui a poursuivi des études supérieures se doit de se voir confier des responsabilités. L'important, c'est pas de lui dire la route à prendre, mais plutôt lui donner la destination et de lui laisser le libre choix de la route à emprunter. Et chemin faisant, vous vous rendrez compte qu'ils apportent des solutions auxquelles vous n'aurez même pas pensé. Donc il faut proscrire absolument le micromanagement et faire plutôt des points réguliers sur le respect global de la mission, des valeurs, du pacte social, plutôt que d'aller essayer d'être sur le dos des gens. Il faut toujours surprendre ces salariés, ces collègues, peu importe comment on les appelle, à bien faire leur travail plutôt que l'inverse. C'est un changement complet de paradigme managérial. Et vous verrez que les gens sont beaucoup plus épanouis, beaucoup plus investis. Ils travaillent en mode projet. Ils s'approprient la propriété et le delivery de quelque chose qui les passionne, plutôt que d'obéir bêtement à des décisions qui les dépassent et auxquelles ils n'adhèrent pas, bien entendu.
Du coup, il faut aligner la société sur cette mission et sur ces valeurs. C'est-à-dire que de manière très, très opérationnelle, les objectifs des uns et des autres doivent traduire la poursuite de cette mission et le respect de ces valeurs. À titre d'exemple, chez nous, les commerciaux ne sont absolument pas incentivés sur le chiffre d'affaires. Ça ne m'intéresse pas. C'est assez surprenant pour une société commerciale. Je dirais même que le chiffre d'affaires, il est collectivisé et que ça ne fait pas partie de leur plan de commission. En revanche, ils sont incentivés sur la satisfaction d'Exebian au travers de leurs managers, parce que les managers ont un droit de veto. Et si les geeks ne sont pas contents de leur mission, c'est plutôt sur les commerciaux qu'on va aller taper. Désolé pour les commerciaux, François s'est caché derrière. Donc c'est très important. Et donc du coup, il faut définir des KPIs qui sont complètement en cohérence par rapport à cette mission. Les managers, donc les geeks sont managés par des geeks qui sont des geek managers, enfin les consultants managers, peu importe comment on les appelle. Et en fait, ils sont plus là pour s'assurer que, un, on délivre du code de qualité, et deux, qu'ils contribuent à la notoriété de Xebia, qu'ils sont participatifs à l'écosystème dans lequel on évolue, etc. Ça nous est beaucoup plus important que le reste. Et le chiffre d'affaires, la croissance, la rentabilité, les résultats n'est qu'une conséquence de ces bonnes décisions qui ont été prises. Et moi, je me contrefous de savoir si on fait 10% ou 15% de croissance. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. En revanche, avoir la joie d'avoir des clients qui, aujourd'hui, témoignent de leur satisfaction à nos côtés, ça me satisfait beaucoup plus. On dit toujours aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas les années. Il y a des gens dans des organisations qui sont brillants. On s'aperçoit très vite, on détecte ces très très forts potentiels-là. Et déjà, une entreprise, elle a une obligation sociale, c'est de promouvoir. Je pense qu'une entreprise qui va systématiquement chercher ses managers à l'extérieur est une entreprise malade. Elle doit être capable d'organiser un terreau fertile de gens qui vont évoluer. Et pour autant, justement, quand on a des talents comme ça, il faut les promouvoir et extrêmement vite. À titre d'info, le patron de TIGA, Hugo, il doit avoir, je sais pas, 27 ans ou 28 ans. Anne Bochard, notre directrice du marketing, qui a quand même géré tout cet événement, elle a 26 ans. Vous voyez, ce sont des gens extrêmement jeunes qui ont pris des responsabilités très tôt. Christophe Bess, ici présent. D'ailleurs, que j'ai failli pas embaucher parce qu'il avait une boucle d'oreille. Vous imaginez à l'époque comment j'étais mindseté. Et ben Christophe est rentré consultant. Il est aujourd'hui patron des opérations. C'est le big boss de la boîte. Voilà. Donc il faut promouvoir les gens. Et quand on détecte des talents comme ça, l'obligation d'une entreprise, c'est de leur donner des chemins de carrière. Alors, on a la chance en plus avec cette alliance et les sociétés de pouvoir faire un peu évoluer les gens et leur faire prendre des responsabilités. Le dernier point, c'est ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. Il faut fonctionner en mode lean startup, il faut fonctionner en mode projet, il faut évaluer les opportunités. L'intelligence collective, quand elle est entretenue, elle apporte des idées. Ces idées, si elles sont valables, il faut les confronter au marché et éventuellement prendre des décisions pour les poursuivre. Je vais prendre un exemple très récent. On a lancé un concept qui s'appelle le projet Carambar chez nous, où en fait, je me suis dit, j'ai des gens tellement intelligents chez Xebia que je vais leur demander s'ils ont des idées de start-up. Donc, il y a eu 6 ou 7 équipes qui ont postulé avec des idées fantastiques. Il a fallu arbitrer, bien entendu. Et donc, on a décidé pour 2 de ces équipes d'aller plus loin et d'investir de l'argent dans leurs idées, en mode vraiment lean startup, créer un MVP, regarder si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, on va spin-offer. Et ils vont être actionnaires et partie prenante de ces sociétés. Extrêmement important de donner cet esprit intrapreneur. Et même un projet en interne, il faut le gérer en mode intrapreneur. Je ne sais pas si Jérémy est dans la salle ou pas, mais on a eu l'idée de lancer Xebia TV. Quelqu'un a pris le lead et a complètement décliné le truc. Et c'est super agréable de voir une entreprise où il y a plein d'initiatives. En fait, quand il y a trop d'initiatives, c'est que c'est plutôt tout va bien. Quand il n'y en a pas assez, c'est qu'il y a un problème managérial. Et on entretient en permanence cet intrapreneuriat, cette prise d'initiative, c'est extrêmement important. Les commerciaux chez nous ne sont pas responsables
hiérarchiquement des consultants, ce qui est plutôt en totale rupture avec le modèle des SS2I. Hein. En général, vous avez un patron d'agence banque qui gère son pôle de consultants. Il va le voir tous les 3 mois, 6 mois, pour voir s'il n'est pas mort, et puis surtout pour voir s'il va renouveler sa mission ou pas. Nous, on a fait ça complètement différemment. On a organisé les contre-pouvoirs. En fait, les commerciaux et les geeks, c'est l'huile et l'eau, c'est immiscible. Ça se mélange pas très bien. Donc, on a organisé les contre-pouvoirs, comme je vous le disais. Donc, en gros, les geeks sont managés par des geeks qui sont plus seniors, qui sont porteurs des valeurs, qui incarnent la mission, qui sont là depuis un certain temps. Ils ont le droit de veto sur les missions. Et le seul intérêt pour eux, leur seul rôle managériel, c'est de s'assurer que les gens sont heureux et que les missions sont intéressantes. Alors bien sûr, le monde, c'est pas le monde des bisounours, il y a forcément des missions qui ne sont pas intéressantes, etc. Mais le curseur est plutôt dans le bon sens et on essaye de vraiment s'attacher à ce que les commerciaux n'aient absolument aucune relation hiérarchique avec les geeks. Et de toute manière, dans une entreprise, quelle qu'elle soit, il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, des rôles, des responsabilités qui peuvent de prime abord paraître antagonistes. Et il faut savoir organiser ces contre-pouvoirs tout en gérant une communication et des objectifs communs. Et bon, si ça ne marche pas, on arbitre et on essaie de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Mais il faut jamais qu'il y ait, dans l'organisation quelle qu'elle soit, des autocrates qui décident de tout. Je pense que c'est extrêmement dangereux. La deuxième des choses, c'est l'implication dans la stratégie. Je vous assure que je n'ai jamais et je n'aurai jamais de stratégie pour Xebia. J'ai aucune idée de où on va. Je n'ai jamais eu aucune idée de où on allait. Ça vous rassure mais c'est vrai parce qu'en fait, la stratégie, elle a été construite chemin faisant. Hein, c'est un processus itératif, incrémental, évolutif. Le monde change. Il y a 10 ans, on faisait que du Java et puis on s'est mis à promouvoir les méthodes agiles comme étant un bon moyen de faire du logiciel de bonne qualité. Et puis Big Data nous a intéressés, à l'IoT, la mobilité. Voilà, j'avais absolument aucune idée de ce qu'on allait faire. Donc il faut absolument impliquer le plus largement possible tous les membres de la société, sans pour autant arriver dans une espèce de démocratie qui va complètement scléroser l'organisation. Après, il faut, en fonction des informations qu'on nous donne, arbitrer et prendre des décisions. Mais plus on a d'idées, plus on est apte à prendre les bonnes décisions. Et encore une fois, la génération geek et génération Y, ce sont des gens qui sont socialement brillants, bien plus que nous, et qui ont des idées qu'on n'aurait pas. Et c'est ça qui fait qu'une entreprise va créer la différence. On en discutait tout à l'heure avec Eric. Même dans une grande organisation, je pense que ces préceptes-là sont applicables. Je pense qu'il est possible, dans une organisation, de protéger une équipe de geeks et de lui donner la responsabilité de la stratégie dans la construction d'un produit numérique, dans la définition du business model, etc. Je pense qu'on est capable de faire des cellules complètement autonomes qui vont avancer beaucoup plus vite et être beaucoup plus disruptifs que le reste de l'organisation. Je pense que ce modèle-là est applicable à peu près partout, si tant est qu'il y a une véritable implication du management et un mandat clair et une implication pour faire que ça marche, bien entendu. La création de valeur, je pense que quand on regarde des sociétés comme Amazon, comme Google, comme Facebook, etc., ce sont des entreprises dont on essaye tous en France de s'inspirer. Ce sont des gens qui ont assis toute leur création de valeur sur des geeks. Juste pour info, AdWords est né chez Google d'une équipe de personnes qui avait 25% de son temps qui était alloué à la recherche, qui s'est dit tiens, on va créer AdWords. Aujourd'hui, c'est la machine à cash de Google. C'est un enseignement très important, c'est que la création de valeur, ce n'est pas vous qui allez l'imaginer, ce sont les geeks. Et encore une fois, comme le disait Yves Cazot ce matin, le software est partout. Aujourd'hui, l'IT et le logiciel en particulier, c'est le moyen unique de vous créer un avantage concurrentiel. Ça n'est plus un centre de coût, c'est une opportunité de créer des nouveaux business models, de surpasser ses concurrents. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. Je pense qu'il y a des sociétés qui se créeront demain matin, qui seront des multinationales,
parce qu'elles ont été suffisamment intelligentes pour comprendre que ce sont les geeks qui ont le pouvoir et que ce sont eux qui sont capables de créer de la valeur dans une entreprise. Malheureusement, on est dans une digitalisation totale de l'économie. Hein. Uber en France a décrié, a fait couler beaucoup d'encre. Je pense que c'est le sens de l'histoire. Et il faut investir dans les geeks pour créer de la valeur. Et eux seuls sont créateurs de valeur. Malheureusement ou heureusement pour nous. En tout cas, heureusement pour eux. Extrêmement important d'organiser cette création de valeur, de donner du temps. Quand vous voyez des gens faire du pair programming, ils ne sont pas en train de vous coûter 2 fois plus cher, ils sont juste en train d'essayer de mieux faire leur boulot. Ce genre de petits détails qui fait que vous saurez manager des geeks. Le marketing aussi, très rigolo le marketing. Moi je m'imaginais avoir mes encarts de Xebia, mon logo dans la presse, dans les échos en homepage. Bon, c'est jamais arrivé. Hein. Ça les intéresse pas ce qu'on fait. Et puis globalement, une petite société comme nous fera une fois un coup dans le marketing institutionnel, mais on ne sera jamais capable de faire du bruit marketing comme font les grands groupes. C'est plutôt le marketing viral qui a été la clé de voûte de notre succès. Et là aussi, il faut s'appuyer sur les geeks. Je vous le disais tout à l'heure, hein, les geeks sont les seuls à savoir comment s'adresser à des geeks. Première des choses, c'est un postulat de base. Ils vont pouvoir s'appuyer encore une fois sur des codes comportementaux qu'on ne comprend pas. Et eux seuls vont être capables de s'adresser à la partie du cerveau qui est la plus intéressante pour les faire venir et les retenir. Oh ben, j'aurais fini avant. Donc extrêmement important de confier les clés du marketing, même dans un grand groupe. Lorsqu'il s'agit d'un produit numérique, je pense qu'il faut impliquer des geeks dans votre stratégie marketing. Parce qu'aujourd'hui, le marketing, c'est du viral, c'est du blog, c'est du meet-up, c'est des hackathons, c'est le sponsoring d'associations, c'est tout un tas de choses que des petits, mais encore plus des grands groupes n'ont pas l'habitude de faire. Et malheureusement, c'est ce qui fait travailler le sex appeal d'une société. Et il faut s'y impliquer. Et pour ça, il faut confier les clés du marketing viral. Il y a une société de l'Alliance qui s'appelle Acamis qui est très compétente là-dessus. Les codes du marketing digital ont complètement changé. Et il faut s'appuyer aujourd'hui sur aussi des technologies qui sont complètement nouvelles et disruptives. On parle de growth hacking, on parle de smart data dans le marketing. Aujourd'hui, connaître ses clients, mais aussi connaître ses futurs employés et les approcher de manière intelligente, adéquate, au bon moment, avec le bon message. Encore une fois, ce sont les geeks qui peuvent le faire, c'est personne d'autre, parce qu'on ne sait pas comment faire. Attirer des geeks, ça aussi, c'est une vraie sinécure. Alors, pour ceux qui connaissent, en fait, quand on recrute chez Xebia, on fait passer le test de la tondeuse. Donc, les geeks doivent concevoir un algorithme de tondeuse, peu importe le langage. Puis après, ils viennent soutenir ce code chez nous. Pourquoi? Parce que notre mission, c'est de faire du soft de bonne qualité. Donc, la seule chose qu'on veut juger chez eux, c'est leur capacité à faire du bon soft. Donc, on se contrefiche du langage. Par contre, on s'intéresse beaucoup à comment ils ont conçu. Est-ce que c'est testé? Est-ce que c'est documenté? Est-ce que blablabla. Donc, c'est très important. Et ça, c'est complètement désuet. Hein, les entretiens des RH conventionnels avec un grand CV. Déjà, nous, on se contrefout complètement du parcours académique. Pour la petite histoire, le premier CTO de Xebia qui n'est pas là, enfin je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai embauché sans savoir ce qu'il avait fait, et puis je me suis aperçu que Guillaume avait fait Sciences Po, puis une école de commerce, puis abandonné, et était autodidacte dans l'informatique. Vous voyez, le parcours académique aujourd'hui, à part dans certains groupes où on met école catégorie A, machin, en tout cas je pense que ce n'est pas le bon moyen d'attirer des geeks. Il faut plutôt s'appuyer sur leur savoir-faire. Et il y a 3 choses à faire. La première, c'est de travailler sur la marque employeur. C'est un poste qu'on a nouvellement créé, mais globalement, on en faisait un peu et on a décidé de le faire à fond. C'est de faire du marketing de recrutement. On se bat tous pour recruter des geeks et on se bat tous pour les retenir. Et pour faire la différence aujourd'hui, je pense qu'il faut ouvrir très largement son entreprise à l'extérieur. Il faut montrer les facettes les plus sympathiques. Alors ça peut être la mission quand elle est noble.
Ça peut être le fun au travail, ça peut être le cadre, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, nous on fait des trucs rigolos. Donc là on a fait, donc je vous le disais, le Vie ma vie. On est en train de peindre une grande fresque en street art sur les murs. On va la filmer. On va faire une visite 3D de nos locaux. Vous voyez, ce genre de choses, c'est le meilleur moyen d'ouvrir son entreprise, d'être le plus transparent, le plus ouvert et de la faire découvrir. De toute manière, tout se sait, hein. Donc autant le faire de soi-même de manière proactive pour recruter les personnes. Et ça, par contre, malheureusement, il faut l'intégrer. Le turnover, hein, c'est une composante avec laquelle il faut qu'on travaille, hein, tous. Encore une fois, le pacte social est rompu. Les gens sont de passage dans une entreprise. On a un turnover qui n'est pas plus faible qu'ailleurs. Pourtant, je pense qu'on est, on est plutôt une boîte bienveillante, hein. On a été 5e au palmarès Great Place to Work. Donc, pour autant, on n'a pas un turnover qui est plus ou moins important que les autres. Parce que les geeks sont des populations qui ont besoin de changer de contexte. Les geeks sont très demandés. Donc des fois même, ils deviennent divas, je me permets de vous le dire. Et du coup, ils sont assez sollicités. Alors nous, comme en plus, beaucoup de gens profitent un peu du rayonnement, de la notoriété de nos interactions nombreuses avec la communauté, forcément, ils se font chasser. Bon, s'ils ne restent pas, c'est tant pis pour nous, pour eux. Mais il faut l'intégrer. Il faut être juste heureux de la valeur qu'a apporté une personne dans une entreprise pendant son passage. Et malheureusement, ça sera de plus en plus important. Et je renforce le message du why. Encore une fois, il faut que les personnes qui rentrent dans votre société, que vous soyez un grand groupe du CAC 40 ou une start-up, il faut que les personnes soient absolument convaincues du but poursuivi par votre société. Formidable exemple, c'est Apple, hein, qui a toujours prôné la simplicité d'utilisation. Je pense qu'il y a plein de gens, Google, boîte super cool, tout le monde veut rentrer. Pour autant, je ne suis pas persuadé que quand on rentre chez Google ou chez Apple, on a le job de la mort, parce qu'on a un précaré qui est extrêmement réduit, hein. Les responsabilités sont beaucoup moins larges que dans des petites sociétés. Pour autant, beaucoup de gens vont là-bas pour le why de la boîte, pour ce qu'elle représente, pour l'image dégagée. Donc travailler ce why, toute entreprise a un why. Il y en a qui ont des why qui sont un peu moins sympas que les autres, mais c'est sûr, il n'y a pas de personnes qui travaillent dans les pompes funèbres. Pour défendre le why, ça sera compliqué, mais surtout notamment par rapport à la loyauté du client, parce qu'on ne le voit qu'une fois. Bon, bon, c'est une petite blagounette. Non, je pense que chaque société a ses faire-valoir et il faut communiquer dessus et savoir bien le faire et s'appuyer sur les geeks pour le communiquer de la bonne manière et toucher les gens dans leur code sensible. L'espace de travail, c'est un sujet qui n'est pas négligeable. Au début, quand on était chez Xebia, on était dans des superbes locaux aseptisés à la Défense. Il y en a un qui travaille à la Défense, plein ici. Ce qu'on a fait, c'est on a déménagé, mais bon, peu importe. Mais surtout, on a complètement... on a autorisé ça. Alors, des fois, c'est vraiment déroutant, effectivement. Donc, bon, le flipper, on a mis un flipper. On s'est dit, mais ça va être juste pas possible. Non, finalement, ils se sont autogérés et ils jouent plutôt au flipper le soir entre midi et 2. Sinon, quelqu'un code à côté, c'est un peu compliqué. Ils se balancent des trucs là avec les nerfs. Il y a des consoles de jeux. Donc c'est assez désorganisé, mais finalement les gens sont heureux. Et donc l'espace de travail, c'est pas négligeable. Il faut y mettre les moyens. Alors ça ne veut pas dire que c'est cher. Il faut juste, il n'y a pas de petites dépenses. Honnêtement, si acheter un flipper, ça rend plaisir à vos équipes, faites-le. Si, je ne sais pas moi, refaire la déco, ça leur fait plaisir, faites-le. S'il faut acheter des peluches Angry Birds comme chez nous pour qu'ils se les jettent à la figure, ça les rend heureux, faites-le. Donc il faut faire un chez-soi collectif, que tout le monde s'y sente bien, soit heureux de venir travailler le matin. Et surtout, maintenant, on a beaucoup de plateaux projets, hein. Les murs, on a tous décloisonné nos bureaux. Donc c'est un espace de vie qui est collectif et ce n'est pas les petites dépenses qui vont vous ruiner. Et pour autant, elles sont extrêmement importantes puisqu'ils y passent de nombreuses heures, hein. Et même chez nos clients, je vous encourage à rendre la vie heureuse
à la fois aux gens qui travaillent chez vous, mais aussi les gens de chez nous qui travaillent chez vous. Mais ça arrive, hein, on a des clients qui font des trucs assez sympas. Et puis il faut supprimer les obstacles, tout ce qui les empêche de travailler, il faut virer ça. Donc nous, typiquement, on est vachement cloudifié partout, donc aujourd'hui on est capable de setuper un environnement assez rapidement parce qu'on sait que ce sera plus simple et ils choisissent leur techno. Et comme de toute manière, comme le disait Yves Cazot ce matin, le software est un asset qui est jetable aussi aujourd'hui, qui a un cycle de vie de plus en plus court, qu'on réécrit en permanence ou qu'on réarchitecture, etc. Donc les choix technologiques, de toute manière, à part les trucs super exotiques où vous ne trouverez personne sur le marché pour le faire, n'hésitez pas à un petit peu prendre des risques, du moment que ça les rend heureux et que ça fait le job, faites-le. Donc supprimez aussi tous ces obstacles. Alors je sais que dans certains grands groupes, il y a des grands standards d'architecture, de framework, etc. Si vous pouvez, dans vos prérogatives managériales, les protéger de ça, et même en mode braconnage, leur mettre une usine logicielle qui leur fait plaisir, je pense que ça vous rendra beaucoup de services. Il y a un des préceptes de l'agilité. Alors oui, on fait des séminaires d'entreprise chez nous. C'est pas ça, c'est plutôt ça. Enfin, et encore, on n'a pas pris de photos parce que là, ça serait... Voilà, on est... non, là-dessous, il y a un vrai message. Un des préceptes de l'agilité, c'est de célébrer les petites et les grandes victoires. Extrêmement important lorsqu'on fait une mise en prod, on a une release qui se passe bien, on a notre premier client, etc., de faire une soirée pizza, bière, peu importe, n'importe quoi. Mais en tant que manager, c'est extrêmement important de garder cette connivence, lâcher un peu prise, faire un peu bas les masques et se voir dans un contexte de célébration. C'est comme ça que vous allez tisser un lien avec les geeks et ils vous découvriront peut-être sous un jour qui est différent. Puisque de toute manière, eu égard à nos titres et nos prérogatives, on a toujours une espèce de chape de plomb ou de filtre qui fait que les gens n'iront pas s'adresser à vous directement, sauf si vous-même sollicitez l'interaction. Et le cadre festif, sans pour autant avoir d'abus, est un bon moyen de nouer le lien avec les geeks. Ça, il faut l'intégrer. Les geeks sont les maîtres du monde aujourd'hui. C'est vraiment ça. Et je le pense sincèrement. Ce sont encore une fois les gens qui vont créer le plus de valeur dans votre entreprise. Les assets numériques aujourd'hui sont vraiment l'élément différenciateur de toute société, même des organisations publiques aujourd'hui sont confrontées à ce problème-là. Antonio, tu l'as pris cette photo. Donc le Geek Power, c'est une réalité on se bat tous pour les attirer. Portez-leur bienveillance, estime, considération, compréhension, chouchoutage, responsabilité, délégation, et vous verrez que vous serez heureux et vous créez de la valeur pour vos entreprises. Et voilà. Bon, l'exébiant interdit de poser des questions, non, je rigole. Oui, Antonio. Un témoignage et une question. Alors, un témoignage, c'est, je confirme, il y a 8 ans, lorsque j'ai créé le Paris Java User Group, j'ai rencontré Luc et Cyril, et c'est vrai qu'il y avait des costards et des cravates dans le bureau à la Défense. Donc, je confirme. Mais pour autant, on a sponsorisé, on était les premiers à sponsoriser le Java User Group. C'était au mois de novembre, il y a exactement 8 ans, et le Paris Jug se lançait 2 mois après, et je suis parti avec un chèque de 1000 €, et je me suis dit, ce mec est malade, on n'a rien créé, et il me donne de l'argent. La question maintenant, c'est tout est beau chez Xebia, ou en 10 ans il s'est passé des trucs moins beaux? Il s'est passé forcément. Les couacs. Alors moi, il y a des choses que j'ai mal vécues et je continuerai toujours de mal vivre. C'est les départs de temps en temps. Il y a des gens qui comptent, qui ont vraiment inscrit un pan de l'histoire de Xebia. C'est toujours un crève-cœur que de les voir partir. Il m'est arrivé de licencier des gens. Assez rapidement en plus, parce qu'ils étaient soit en inadéquation, soit ils ne respectaient pas les valeurs de l'entreprise, ou ils ne comprenaient pas notre modèle économique, bien sûr. On a un turnover qui est élevé, c'est toujours quelque chose qui est douloureux. On a une vraie démocratie de pensée, donc des fois c'est un joyeux soupe quand même. Hein. Tout le monde a le droit de se mêler un peu de tout, et c'est bien, mais voilà, il faut de temps en temps canaliser.
Mais globalement, bon, c'est pas le monde des bisounours, mais ça se passe. Je pense que le pacte social, il est assez bien équilibré. Alors nous, en plus, au lieu de faire une grosse SS2I généraliste, on a spin-offé pour éviter de. Déjà, si vous mettez dans la même pièce des gens de .NET et des gens Java, ils vont se taper dessus. Donc, il n'y a pas de gens de Selenza ici. Non, mais voilà, on a décidé de spin-offer pour pas mélanger les genres. Et puis il y a des sociologies, des intérêts différents. Et je pense que si on avait tout mis dans la même boîte, il y aurait eu des couacs, j'en suis certain. On aurait vendu notre âme au diable, on aurait fait quelque chose de pas bien, et je pense que finalement, on aurait perdu. Après, je suis plutôt caractériel, c'est vrai, je l'avoue, je fais amende honorable. Et donc forcément, je commets des impairs. C'est mon vieux passé qui me rattrape. Mais toujours pour des choses qui me semblent importantes, qui me tiennent à cœur. Mais peut-être que les Xébians il y a certainement des chapitres douloureux, hein, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Oui. Quel est le pourcentage de femmes que vous avez dans vos équipes geeks et comment vous envisagez le sujet de la diversité, que ce soit au niveau du genre, des origines, tous les aspects de la diversité, dans la richesse produite par ces... Ouais. Très bonne question, j'ai eu la même à Devox quand j'ai fait cette présentation. Alors malheureusement, le monde des geeks, en pourcentage, hein, c'est à peu près 80% d'hommes et 20% de femmes. C'est la triste réalité des promos d'école d'ingé en France. Donc forcément, nos effectifs reflètent ce marché-là. Malheureusement, on a des geekettes, mais pas beaucoup. Premier point. Deuxième point, il y a une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord, c'est de faire de la discrimination positive envers les femmes. C'est pas parce que c'est une femme qu'on l'embauchera plus qu'un homme. De toute manière, elle va faire le test de la tondeuse. Hein. Et si elle le passe, tant mieux. Si elle ne le passe pas, on ne la prendra pas. Après, en ce qui concerne la diversité d'orientation sexuelle, de religion ou de race hein, et de nationalité, alors je pense que chez Xebia, je ne sais pas combien on a de nationalités, mais on a une bonne dizaine. Alors ça, on se contrefiche de l'origine et encore une fois, et du parcours académique. L'orientation sexuelle, c'est quelque chose qui n'est pas un débat, et je pense que ça ne doit pas être un débat. Et la religion non plus. Si tant est qu'on est en accord avec les lois de la République. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Mais n'hésitez pas à postuler. Oui. Pardon? Vous savez quoi? On ne bosse pas avec eux. Non mais c'est vrai, hein, je l'avoue. Je ne vais pas nommer les secteurs de l'économie avec lesquels je veux pas travailler, mais vous vous doutez qu'il y a certaines pratiques économiques qui sont absolument délétères et avec lesquelles je me refuse absolument de travailler. Donc il y a des clients, il y a des grands comptes qui sont blacklistés chez nous parce qu'on n'est pas en communion de valeur avec eux et on peut se permettre, fort heureusement, de ne pas travailler avec eux. Et il nous arrive d'avoir une rupture avec nos clients lorsqu'on n'est plus en phase sur les valeurs. Et ça, c'est mon rôle de patron d'entreprise, c'est de protéger tout le monde, et notamment les geeks, pour ne pas pervertir le modèle. On ne peut faire ça que si on a une entreprise qui marche bien, dans un secteur économique qui va bien. On a une IT qui est quand même en très belle santé. On a courbé le dos hein, en 2008 avec la crise bancaire. Voilà, on a demandé aux Xébians de l'époque, écoutez, la mission n'est peut-être pas super top, mais là, forcément, il va falloir un petit peu faire le dos rond parce qu'il fait froid dehors. Ça arrive. Mais si c'est bien expliqué, je pense que ça peut le faire. Mais effectivement, si on n'est pas en communion de valeurs, si c'est vraiment fondamentalement différent, typiquement, les espèces de projets au forfait qui font mal à tout le monde, on se refuse catégoriquement de les faire. Encore une fois, la genèse du mot forfait vient de forfaire, qui veut dire faire mal. Et je confirme, dans beaucoup de cas, on se fait mal. Et donc, on refuse de travailler. Alors, ce n'est pas pour autant qu'on ne fait pas de forfait, mais c'est plutôt des forfaits agiles où c'est un peu de la régie déguisée. Voilà. Mais on ne travaille pas dans ce mode-là où on reçoit un cahier des charges, on s'engage, délai, prix, fonctionnalité, et c'est gravé dans le marbre. Et dès qu'on commence à se disputer, on se réfère au contrat. Ce n'est pas des choses qui nous
qui nous habitent. D'ailleurs, on est l'auteur du contrat agile qui est dispo en open source, qui s'appelle contrat-agile.org. On a pris les devants parce qu'on a eu des problèmes de contractualisation avec nos clients qui ne savaient pas ce que c'était que l'agilité. Donc on a pris un cabinet d'avocats qui nous a écrit ce contrat agile avec nous. On leur a transmis les valeurs de l'agilité, le manifeste, etc. Et on l'a mis à destination de la communauté pour qu'elle puisse l'utiliser, le forquer et l'adapter aux conditions de chacun. Oui. On en a eu un très bel exemple ce matin qui s'appelle voyagesncf.com. Le groupe SNCF n'est pas à proprement parler l'entreprise la plus agile du monde. En tout cas, c'est pas comme ça qu'ils ont été perçus. Et lorsqu'ils se sont mis sur le digital, ils ont spin-offé, ils ont créé Voyage SNCF. C'est une entité à part qui aujourd'hui, à la fois est une belle réussite économique et c'est surtout un terreau d'innovation pour le groupe SNCF. Yves Tirode, qui était le DG de VSC, est maintenant au COMEX de SNCF et il reporte à Guillaume Pépi. Donc vous voyez, il y a des exemples comme ça. Et je pense qu'il y a d'autres exemples de sociétés du CAC 40 qui ont spin-offé des sociétés. Mais je pense que c'est le bon moyen de le faire. Alors, en interne, si on veut vraiment s'affranchir de tous les carcans culturels, organisationnels, technologiques, etc., qui peuvent être des freins à l'épanouissement de cette créativité, je pense qu'il faut spin-offer et avoir une entité économique à part. Mais il y a de plus en plus de sociétés qui pensent à ça, même des grands groupes qui spin-offent des filiales numériques. Je pense que DocaPost, c'est pareil, il y a une filiale numérique. Concept. Alors soit on a un grand patron qui a vu la lumière, comme Yves Cazot ce matin. Je pense que c'est quelqu'un qui a pris la mesure de la transformation de nos sociétés et qui vraiment a un niveau de responsabilité suffisant pour faire changer toute l'organisation. Soit il faut effectivement spin-offer, c'est plus sage. Bien sûr. Et puis on n'arrive pas à les attirer. Il y a des sociétés dont... Ouais. Pardon ? Alors je ne parlerai pas de métier parce qu'il n'y a pas vraiment de métier. Il y a des rôles et des responsabilités. Les gens s'attrapent des projets et donc c'est pas un métier, c'est pas une carrière, c'est une responsabilité qui est bornée dans le temps entre le démarrage d'un projet et son issue. Donc on a des gens qui font tout un tas de choses chez nous. Globalement, le marketing travaille beaucoup avec les geeks pour produire les documentations, les tech trends que vous avez vus. Donc là, c'est des projets. Pourtant, c'est pas le métier du geek à la base. On a des gens qui ont fait Xebia TV. Voilà, il y a plein de choses. Il y a des gens il y a un marketing RH qui a été créé, donc la marque employeur. On ne crée pas vraiment de métier. On a quoi ? On a des managers, des geek managers qui managent des geeks. On a une structure, une structure au bureau qui est à peu près classique, une DAF, une direction commerciale, etc. En revanche, il y a des geeks qui sont passés commerciaux. François en est le bon exemple. Il y a des geeks qui sont devenus patrons des opérations. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'on le voit. Et il y a eu beaucoup de passerelles. Et bien entendu aussi, dans votre question, il y a aussi des gens qui sont allés travailler dans d'autres structures de l'Alliance. Oui. Que j'accélérerais ou que je ralentirais. Alors moi j'ai eu beaucoup de mal au début à embaucher parce qu'en fait j'avais peur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'embauchais quelqu'un, il fallait que je lui trouve une mission. Comme j'étais tout seul, je faisais du marketing, de la finance, de la RH, etc. À chaque fois que je prenais quelqu'un, je me créais des problèmes. Donc forcément, au début, j'étais un petit peu réticent à embaucher. Donc on a démarré très, très, très lentement. Pour autant, ça nous a permis de démarrer sûrement et de construire une boîte assez solide. Donc je pense que j'aurais été plus vite. J'aurais ouvert un peu plus les robinets, mais il fallait comprendre ce métier.
prétentieux de vous dire que pour l'instant, c'est le bonheur absolu, en tout cas de mon côté, peut-être pas du côté d'Exevian, je pense, mais non, pas d'expansion internationale, pas d'expansion régionale. Parce que c'est pas forcément un levier de croissance, ça compliquerait nos vies. Comment voulez-vous organiser le partage de connaissances d'une entreprise si elle est disséminée aux 4 coins de la France? C'est juste pas possible. Et en Hollande et en Inde, hein, on a des filiales en Hollande et en Inde, ils ont leur propre journée de partage de la connaissance. Ah si, il y a un regret, un truc que j'ai très mal fait, on avait lancé à l'époque un truc qui s'appelait javaenco.com. Ça, c'était une belle aventure, c'était un portail d'indépendants Java. Le jour où on a lancé le site, il s'est écroulé. On s'est fait insulter par la communauté, et puis je crois qu'on a signé une affaire, et puis on s'est vachement décrédibilisé. Mais bon, je cherchais, hein, je découvrais ce métier. J'ai appris une seule chose, c'est à ne pas courir après le chiffre d'affaires et la croissance, et à m'atteler à ce que je pense être juste. Et le reste, encore une fois, c'est qu'une conséquence. Eh bien, merci de votre attention.